vote pour la science avec Isabelle Burgon. Bonjour à vous, j'espère que tout va bien pour vous aujourd'hui. Les récents incendies de la Floride nous rappellent que les événements météorologiques extrêmes seront de plus en plus fréquents et de plus en plus meurtriers dans l'avenir. Près de 27 personnes ont perdu la vie et des milliers de personnes ont été évacuées. La nouvelle est tombée au début de l'année. Nous avons atteint en 2024 une hausse de 1,6 degrés Celsius de réchauffement climatique à l'échelle de notre planète par rapport à l'ère pré-industrielle. La limite attendue de 1,5 degrés fixée lors des accords de Paris de la 21e conférence des Nations Unies sur les changements climatiques, donc à Paris en 2015, pourrait donc être dépassée si les prochaines années ressemblent à l'an dernier. Cela pourrait amorcer des points de basculement climatique comme l'effondrement de la calotte glaciaire du Groenland, le dégel du pergélisol boréal ou encore la disparition de récifs coralliens sur les basses latitudes. Sera-t-il possible de limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré ? Nous en parlons tout de suite. Restez là. À Je vote pour la science, nous intéressons à ce que signifie la hausse climatique de 1,5 degrés Celsius par rapport à l'ère pré-industrielle atteinte en 2024, 1,6 plus exactement. Donc pour en parler, je suis en compagnie de Philippe Gachon, professeur d'hydroclimatologie à l'UQAM, l'Université du Québec à Montréal, et directeur du réseau Inondations intersectorielles du Québec, le RISC. Bonjour. Bonjour. Je suis aussi en compagnie de Simon Legault, météorologue et communicateur scientifique chez Ouranos. Bonjour. Bonjour. Certains experts semblaient optimistes quant à nos capacités de contraindre notre réchauffement climatique à 1,5. Ce nouveau signal, une hausse de 1,6 degrés Celsius en 2024, nous oblige à nous questionner sur notre avenir climatique. Il importe de limiter le réchauffement de la planète, comme les pays signataires des accords de Paris s'étaient engagés afin d'éviter les conséquences dramatiques des changements climatiques. C'est donc un signal fort pour nous inciter à nous mobiliser plus que jamais. Professeur Gachon, je vais commencer avec vous. Ça y est, on y est, une hausse supérieure à 1,6 degrés de la température mondiale. Quelque chose que les scientifiques attendaient plus vers 2030-35. Est-ce que c'est un signe que l'on n'en fait pas assez? C'est un signe qu'on n'en fait pas assez, puis c'est un signe que le système est en train, pas nécessairement de s'emballer, mais la rapidité avec laquelle le changement climatique se produit, surtout ces dernières années, cette dernière décennie, qui est définitivement la décennie la plus chaude jamais observée depuis 1850. Je vais revenir un tout petit peu, si vous le permettez, sur les chiffres que vous avez mentionnés, parce que c'est très important pour nous, puis pourquoi ça s'emballe aussi, puis pourquoi on est en retard. Effectivement, on est entre 1,5 et 1,6 degrés. Dépendamment, il y a une espèce de convergence d'ailleurs de toutes les bases de données. L'Organisation météorologique mondiale l'avait annoncé aussi la semaine dernière. Le continent qui s'est le plus réchauffé en 2024, c'est l'Amérique du Nord. Oui. Et vous savez que le Québec, encore une fois, se distingue parmi tous les autres pays. Nous sommes l'endroit sur la planète en 2024 qui a été le plus chaud. 2024 est l'année la plus chaude jamais observée au Québec, qui a battu le record de 2010, qui était une des années les plus chaudes, si c'était l'année la plus chaude au Canada. Et on voit cette amplification du réchauffement affecte énormément, non seulement l'Amérique du Nord, mais l'Arctique et en particulier notre région, le Québec, le nord du Québec. Et on l'a vu avec le retard aussi d'englacement cet hiver. Nous n'avons toujours pas eu d'englacement complet à mi-janvier, on est le 22 janvier, alors que normalement la glace marine se forme complètement dans la baie du Sud à la fin du mois de décembre. Donc, pas loin de 3 à 6 semaines de retard. C'est exceptionnel. Ça bat encore une fois le record 2010, qui était vraiment le mois de décembre le plus chaud. Donc, cette amplification s'accélère et on voit effectivement, on a pris du retard. On pensait que ça se produirait un peu plus tard et qu'on arriverait aussi à réduire nos émissions. On vient de battre, encore une fois, 2024, le record aussi de la concentration des gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Oui, on est le 27, mais il n'y a pas de glace du tout non plus, là. Monsieur Legault, que signifie
cette limite de 1,5 et pourquoi on la dépasse en fait en 2024? En fait, pour préciser, la limite de 1,5 pour l'accord de Paris, c'était la cible qu'on s'est donnée en 2015. Oui. La cible à ne pas dépasser, ou en tout cas, on essaie de ne pas la dépasser pour limiter les impacts, l'emballement justement des effets des changements climatiques. La limite qu'on s'est fixée à ce moment-là aussi, c'était 2. On ne devait pas absolument dépasser 2. La cible était en 1,5. On n'a pas encore dépassé cette cible-là parce que l'objectif de 1,5 est au-dessus de la normale pré-industrielle, donc des années 1850 à 1900, mais établi sur une vingtaine d'années. Donc, il faut faire la moyenne des 20 dernières années environ pour établir à quel point nous sommes réchauffés. Donc, on est déjà réchauffé quand même pas mal, mais on est plus autour de 1,3 de réchauffement sur la moyenne des 20 dernières années. Et l'objectif de 1,5, donc, n'est pas dépassé. Ce qu'on vient de dépasser, c'est au-dessus d'un calendrier d'une année, donc de janvier à décembre 2024. On a une moyenne qui était au-dessus de 1,5. On l'a établi à environ 1,6 pour les différentes agences dans le monde. Mais donc, on l'a dépassé. C'est la première année. Disons que 2023, on était vraiment très, très proche, environ 1,48. Et la prévision, déjà deux entités qui ont fait des prévisions pour 2025. On parle de Environnement Canada. Il y a aussi l'agence britannique UKMet qui a fait sa prévision. Et les deux établissent qu'on va probablement finir 2025 dans le top 3. Certainement dans le top 3 parce qu'on a encore l'option d'avoir une année quand même pas mal chaude. Ça ne devrait pas être record. Ça ne devrait pas battre 2024, mais être au-dessus de 1,5, c'est possible encore en 2025. Ça ne veut pas dire donc qu'on aura encore une fois franchi sur la moyenne de 20 ans, le 1,5, mais on s'en approche dangereusement parce que les années comme ça, on ne voit pas vraiment d'indication qu'il y aurait un refroidissement beaucoup dans les prochaines années. Mais pour commencer à faire une moyenne sur 20 ans de 1,5, ça va prendre quand même un petit peu de temps. Et donc, disons, la visée de 2030-35, c'est encore réaliste pour le dépassement du 1,5. Ça pourrait se passer un petit peu plus tôt, cependant, mais c'est encore la fenêtre des possibilités. Pourquoi on prend une vingtaine d'années pour faire une moyenne, alors que là, on vient de dire justement que c'est des années chaudes depuis 2 ans. Puis en fait, ça fait même 10, 20 ans qu'on ressent les changements climatiques, qu'on sait que ça se réchauffe. Professeur Gachon. En climatologie, je dirais même c'est pas 20 ans, c'est 30 ans. L'Organisation météorologique mondiale fixe ce qu'on appelle les normales climatiques sur les périodes de 30 ans. Pourquoi 30 ans d'ailleurs? Pourquoi 20 ans? Oui. Tout simplement parce que, par exemple, pour les variables comme la précipitation, on a des fluctuations énormes d'une année à l'autre. Donc, pour établir justement une normale, ça nous prend les séries le plus longues possible. Et pour la précipitation, d'ailleurs, l'Organisation météorologique mondiale pourrait suggérer d'aller plus long. Mais on a décidé, l'Organisation météorologique mondiale, de fixer des normales climatiques, qui d'ailleurs qu'on utilise dans mes cours de climatologie. Je parle de la normale 91-2020, qui est la dernière, sur les périodes de 30 ans, que ce soit pour la température, la précipitation ou les autres variables météorologiques. C'est important parce que ce climat de référence nous permet justement de pouvoir comparer par une climatologie d'une autre période à une autre, avec un état de base qu'on établit évidemment sur les périodes comme ça de 30 ans. Et on a aussi, en particulier, je reviens au Québec, des fluctuations énormes, non seulement à l'intérieur de l'année, mais d'une année à l'autre. Et c'est pour ça aussi que, pour fixer ces fameuses anomalies, que ce soit 1,5 degré ou autre, on établit sur les périodes de 30 ans. Et d'ailleurs, pourquoi on a changé ces dernières années à des périodes plus courtes? Parce qu'on a de la difficulté aussi à avoir des séries continues. Et un jour, j'avais une discussion avec un de mes collègues d'ailleurs, qui est membre de l'IPCC, donc le groupe intergouvernemental d'études sur l'évolution du climat. Il me disait, c'est souvent aussi pour des raisons, par exemple, pour les simulations de modèles. Les périodes plus courtes, même de 20 ans, on peut gagner aussi un petit peu aussi d'archivage en termes de variables qu'on établit. Et le GIEC, d'ailleurs, a joué depuis 20 ans sur ces périodes de 20 ans ou 30 ans, mais le minimum, effectivement, comme disait mon collègue, c'est 20 ans. Oui. Donc, professeur Gachon, sera-t-il possible de limiter ce réchauffement climatique à 1,5 ? J'espère bien. Mais il va falloir évidemment, peut-être on va en reparler si nos voisins du Sud qui ont décidé évidemment de se désengager de l'accord de Paris, c'est quand même le deuxième plus important émetteur après la Chine. Il faut qu'on accélère. On a évidemment retardé un petit peu certaines actions. Il y a quand même des bonnes nouvelles. Il y a des pays, d'ailleurs on le voit, qui ont même atteint, voire même dépassé la cible qui s'était fixée dans les accords de Paris. L'Europe, les pays européens sont très actifs là-dedans. Nous, au Canada, on est un peu en retard. Mais oui, il y a encore... c'est pas totalement trop tard. Mon collègue en parlait. On a encore des choses qu'on peut faire
Mais il faut vite passer à l'action du -1. OK. Monsieur Legault, qu'est-ce que nous attend l'an prochain et les prochaines décennies? Effectivement, on voit, comme je le disais, une prévision de 2025 qui sera encore une fois une année très chaude par rapport à ce qu'on a connu dans les dernières décennies. Une année qui serait probablement dans le top 3 au niveau mondial. On parlait un petit peu plus tôt que le Canada avait eu une année exceptionnellement chaude en 2024. Ce ne sera peut-être pas le cas pour 2025 parce que les prévisions montraient probablement avec le phénomène La Niña qui est présentement présent dans le Pacifique, ça pourrait quand même rafraîchir un petit peu la partie ouest du pays. Donc, en moyenne, ça va aider le Canada à rester un petit peu moins chaud, alors que l'Est pourrait quand même être dans mode réchauffement aussi. Effectivement, le phénomène La Niña ou ENSO, qui se passe dans le Pacifique, qui est une combinaison de El Niño, La Niña, qui est un phénomène océanique, donc les eaux du Pacifique, et l'oscillation australe, donc qui est plus au niveau atmosphérique. Tout ce phénomène-là combiné est un joueur majeur sur les températures mondiales. Donc, il n'y a pas vraiment de surprise au niveau des climatologues pour dire 2023-2024, on a battu là, des records de température. Bon, on savait déjà que le réchauffement climatique est en branle, on voyait les projections et on savait qu'un El Niño s'en venait en 2023. Et ça a vraiment fait augmenter beaucoup. Donc, la variabilité naturelle de la planète, parce que si on oublie les changements climatiques, d'année en année, il y a des changements climatiques qui se passent à différents endroits dans le monde. Et donc, les changements de météo, si on veut, parce qu'il y a quand même des années plus chaudes que d'autres, effectivement. Donc, à l'intérieur d'une année ou de quelques années, il y a des variations. Et donc, si on ajoute cette variabilité-là naturelle au changement climatique, ben là, on met en phase deux phénomènes qui fait augmenter momentanément les températures. Maintenant, comme je le disais, on est en phénomène La Niña présentement au Pacifique. Donc, on devrait avoir un petit effet de refroidissement. Ça va aider les températures à ne pas trop augmenter, mais quand même, on devrait rester dans le top 3. Donc, ça montre la puissance des changements climatiques, des températures au niveau mondial, présentement, comment elles se produisent. Et donc, qu'est-ce qu'on prévoit pour les prochaines années? Je ne surprendrai pas beaucoup de personnes en disant qu'on va continuer d'augmenter, pas nécessairement linéairement, pas nécessairement continuellement, mais il y aura quand même graduellement, à travers les prochaines 5, 10, 15 ans, une augmentation nette, parce qu'on ne voit pas la raison pour laquelle les températures viendraient à diminuer, à part la variabilité naturelle qui pourrait momentanément réduire 1 ou 2 années, mais on ne tombera pas à du 1,1, 1,2. Là, on est sur une lancée de 1,3, 1,4, 1,5 et en montant. Donc, même que d'ici 2030, on pourrait vivre du 1,8, 1,9. Donc, il y a quand même des années chaudes à venir, avec tous les impacts que ça peut amener. On a quand même vu dans les derniers 2-3 ans de forts phénomènes. On pense aux feux de forêt, aux inondations, aux vagues de chaleur qui sont très importantes. Bon, on vient de vivre une vague de froid au Québec de quelques jours qui était, bon, on mentionnait la plus froide depuis 2023. Ça veut quand même juste dire qu'il y a 2 ans, on a vécu quelque chose de comparable. C'était pas des records qu'on a battus non plus. Mais cette variabilité-là naturelle, on la voit par les petits phénomènes météo momentanés, mais les changements climatiques sont là avec le cumulatif à travers les années. Entendu. Professeur Gachon, vous avez ouvert la porte aux actions. Quelles sont les actions à prioriser donc, pour réduire les conséquences de ce réchauffement qu'on vit là? On est les pieds dedans. Alors, mon collègue vient de le mentionner, certaines actions. D'abord, oui, il faut faire l'adaptation, mais il faut surtout faire la gestion de risque. Puis, c'est pas nécessairement la même chose. L'adaptation, ça peut prendre du temps. On le sait, nos infrastructures à refaire, la planification. Mais la gestion de risque, on peut faire ça rapidement. Pourquoi? Parce que, par exemple, mettre en place, et l'Organisation météorologique mondiale fait un suivi aussi là-dessus, développer des systèmes d'alerte précoce pour être capable de prévenir, se préparer, bien intervenir et se rétablir. L'exemple des feux de forêt en ce moment aux États-Unis montre à quel point l'intervention n'a pas été planifiée. Par exemple, notre capacité à faire face à des événements de cette nature-là, comme des feux de forêt de grande envergure, n'a pas évolué. On doit absolument mieux gérer les risques et surtout anticiper ces fameux risques météo dont on vient de parler avec l'augmentation des phénomènes extrêmes. Oui, en se préparant, mais en augmentant notre capacité à faire face, c'est-à-dire la mobilisation des ressources humaines qui n'a pas évolué partout sur la planète au même rythme que ce réchauffement-là et que les extrêmes sont en train de se produire. Et c'est pour ça que l'ONU, l'Organisation météorologique mondiale, insiste à travers son bureau, qui est le bureau de l'Office sur la réduction des risques de désastre, pour mettre en place ces systèmes d'alerte précoce partout à travers le monde, parce que ça réduit les conséquences, en particulier de perte de vie humaine,
mais augmenter la collaboration pour être capable justement de bien intervenir. On le voit aux États-Unis encore une fois. Oui. Ils ont besoin de nous pour intervenir. Ils ont fait venir d'ailleurs des hélicoptères, un certain nombre d'équipements, même de personnel du Québec. Sur des événements comme ça, ils ne peuvent pas faire ça tout seul. Donc, il y a des solutions comme cela. Il y a aussi des solutions, par exemple, comme on veut créer des zones de biodiversité ou de préservation des milieux, on pourrait aussi créer un certain nombre d'endroits où on décide que le climat, on le laisse aller, mais surtout, on évite d'intervenir. La forêt boréale, par exemple, dans certains secteurs, parce que ça joue, les zones de tourbière aussi qui jouent un rôle majeur sur les puits de carbone. Donc des endroits aussi où on veut, en ce moment, on est dans la décennie de l'océan, préserver les sols océaniques qui sont fondamentales non seulement pour la préservation de la biodiversité, mais aussi pour nous aider à capter une partie du carbone, évidemment, et qui joue un rôle majeur, évidemment, les zones océaniques pour le captage du carbone en plus de la forêt. Oui, pour les changements climatiques, la plus importante mesure ne serait toutefois pas celle de la concentration des gaz à effet de serre plutôt que de l'élévation de la température. Qu'en pensez-vous, Monsieur Legault? Il y a quand même deux aspects assez importants. Si je veux juste revenir sur la lutte au changement climatique un petit peu plus tôt, il y a deux pans qu'il faut travailler en même temps, qui sont tout aussi importants. Il y a l'atténuation des changements climatiques, donc il faut réduire les gaz à effet de serre, qui sont la principale cause des changements climatiques, faut-il encore le rappeler, l'élévation des températures, c'est les gaz à effet de serre, le dioxyde de carbone et le méthane en sont deux principaux composants. Et donc, atténuer, ça veut dire réduire les émissions de gaz à effet de serre. Mais les gaz sont déjà en action, ils sont en augmentation, et donc ils ont déjà des effets. Et donc l'adaptation, c'est le deuxième pan sur lequel il faut travailler parce qu'il y a déjà des changements climatiques qui ont des impacts. Il y aura de plus en plus d'impacts aussi. Il faut savoir où nous serons dans quelques décennies pour savoir comment s'adapter pour ces prochaines décennies-là. Il ne faut pas s'adapter au climat maintenant, il faut s'adapter au climat futur. Parce que si on prévoit des infrastructures pour 2080, qui vont durer jusqu'en 2080. On en aura peut-être besoin en 2080. Oui, effectivement. Si on parle de barrages hydroélectriques ou des choses comme ça, il faut prévoir sur plusieurs décennies. Et donc, pour survivre pendant ces décennies-là, ou pour être efficace pendant ces décennies-là, il faut prévoir jusqu'au climat de 2080. Donc, il faut savoir environ où serons-nous à ce moment-là. Donc, l'adaptation, c'est aussi devoir ajuster notre société au niveau provincial, au niveau municipal. Il y a des actions peut-être individuelles qu'on peut faire aussi, mais disons qu'encore une fois, les infrastructures qui sont souvent, dictées par le municipal ou peut-être pas financées, mais qui sont en fait évaluées si on parle d'autoroutes, si on parle de milieux naturels aussi. Si on veut planter des arbres pour augmenter la canopée, réduire le réchauffement dans les villes, il faut avoir des arbres qui sont adaptés au climat futur aussi. Donc, il faut avoir les bons arbres plantés aux bons endroits. Si l'arbre n'est là que pour survivre 10 ans, ça vaut peut-être pas la peine de le planter cette année parce que ça serait mieux d'avoir un autre arbre. Donc, il faut faire cette prévision-là. Donc, dire que, je reviens à la question du départ, on disait les changements climatiques, la température ou les gaz à effet de serre, c'est l'œuf ou la poule, en fait. C'est un qui amène l'autre qui amène l'un. Quand on parle des températures qui s'élèvent, même si on réduit rapidement à nos cibles comme on les vise présentement, même si on les réduit rapidement, la température s'élevant sur la planète, on parle de la fonte du pergélisol, qu'on peut pas empêcher, parce qu'on peut pas mettre une couverture rafraîchissante sur tout le nord du Canada, par exemple, mais ça va relâcher encore plus de gaz à effet de serre. Donc, il faut encore plus se battre parce qu'il va y avoir un relâchement naturel de gaz à effet de serre aussi. Donc, cette lutte-là, elle est menée sur plusieurs plans. Elle est menée... Oui, puis c'est même pas juste au niveau national, c'est vraiment au niveau international que les accords sont importants parce que justement, on veut pouvoir avoir des actions un peu partout qui vont avoir un effet sur toute la planète. Oui, professeur Gachot, je vais vous amener sur un autre plan. Comment contrer plus efficacement la désinformation sur le changement climatique qui prendra sûrement de l'ampleur avec l'arrivée de notre nouveau président américain? Alors, il faut redoubler l'effort. D'abord, les médias vous jouent un rôle fondamental là-dessus. Vous êtes aussi, avec les scientifiques, un relais justement pour contrer cette désinformation. Il va falloir d'ailleurs augmenter cette collaboration-là au cours des prochaines années, puis se donner collectivement ces moyens justement pour diffuser les connaissances. Encore une fois, je dis toujours, on vient de parler d'adaptation. L'adaptation ne se fait pas basée sur des hypothèses, elle se fait basée sur les connaissances. Et ces connaissances-là, il faut continuer à la développer, à tirer les leçons aussi de ce qui se produit, et donc
Oui, parler des problèmes, mais aussi parler des solutions sur une base régulière, basée sur les connaissances scientifiques. C'est fondamental. Puis je vais revenir là-dessus parce que certains pays sont plus effectifs que nous, en fait, plus efficaces que nous à le faire. Développer une culture du risque, développer aussi une culture face au changement climatique, ça veut dire évidemment contrer la désinformation, le déni, l'ignorance, la bêtise et l'inaction. C'est les 4 éléments sur lesquels on doit absolument travailler. Alors la désinformation, l'ignorance et le déni, ça veut dire aussi que redoubler l'effort pour communiquer sur une base régulière quand on a, par exemple, des phénomènes. Il y a de plus en plus, par exemple, des travaux qui se font pour attribuer des phénomènes ponctuels, donc des événements météorologiques face au changement climatique. Ça permet de faire ce lien-là, mais surtout travailler sur les conséquences, puis expliquer aux gens. Et c'est pour ça qu'on peut se battre aussi, pas juste se battre, mais basé sur les connaissances. On est nombreux sur la planète de plus en plus, on est plus de 8 milliards d'individus. Ça veut dire que forcément, il y a plus de gens exposés et vulnérables. Ça, ce sont des faits. Il n'y a personne qui peut contredire ça, à part éventuellement faire du déni. Mais donc, travailler sur cette désinformation-là, ça veut dire communiquer cette information-là sur une base régulière, communiquer les risques, mais encore une fois, basé sur les connaissances, oui, mais sur les solutions qui existent aussi. Parce qu'elles existent, ça montre à quel point, quand on prend à la mesure de ce qui se produit, des problèmes, on est capable aussi de trouver des solutions. Oui, Monsieur Legault. Oui, il y a quand même des bonnes nouvelles au niveau climatique. On parle beaucoup de la dégradation de la nature, des changements climatiques, des températures qui s'élèvent, mais il y a quand même beaucoup de choses qui sont faites dans l'atténuation. Il y a quand même beaucoup de pays présentement qui commencent à réduire les émissions qui sont émises. Donc, c'est des bonnes actions. On n'est pas encore rendu à la ligne d'arrivée, c'est certain, mais on a un enclenchement des bonnes actions par certains gouvernements. On parlait des États-Unis qui sont quand même un joueur majeur au niveau climatique, mais il y a plusieurs gros pays, dont la Chine, qui posent des actions réelles. On a l'impression qu'on travaille pour rien au Québec, par exemple, mais au niveau mondial, il y a des très grosses choses qui se font. Encore une fois, il en reste beaucoup à faire aussi. Et donc, soyons réalistes, disons qu'au Canada, il y a quand même une grande partie de la population qui prennent de plus en plus conscience des changements climatiques, de la réalité des effets qu'on a sur le climat. Oui, on met l'emphase sur les climato-sceptiques ou les gens qui sont peut-être un peu réticents à changer, mais c'est pas la majorité de la population non plus. Donc, il y a beaucoup de choses qui se passent déjà, et on le disait au niveau individuel aussi, on peut faire des actions. Bon, on peut faire des choix individuels par rapport au transport, par rapport à la façon dont on s'alimente, mais on peut aussi demander de nos dirigeants qui se posent des actions au niveau gouvernemental, de la façon que l'on vote, de la façon... C'est sûr que les partis politiques ont des plateformes climatiques ou des plateformes environnementales, mais lorsqu'ils nous proposent des projets d'adaptation, exemple, il va falloir changer des aqueducs ou des choses comme ça pour s'adapter à un climat futur, c'est peut-être pas, comme on dit, sexy comme promesse électorale, mais c'est quand même nécessaire pour adapter notre société. Donc, il faut voter aussi, ou il faut faire des pressions au niveau du gouvernement pour que ces choses-là soient éventuellement considérées de plus en plus par le politique pour que les actions qui viennent de la base de la population soient mises en place par nos gouvernements. Oui, on parle d'adaptation, mais c'est une période très anxiogène et c'est une période difficile aussi pour chacun d'entre nous. On parle de hausse de prix d'alimentation, on parle de beaucoup de choses qui peut-être effraient les gens puis qui les désespèrent de changer. Donc, dans les adaptations peut-être les plus simples, oui, voter, bien sûr, quand il y a des élections pour la personne qui nous représente le mieux. Mais dans les adaptations, qu'est-ce que vous voyez, professeur Gachon, les solutions peut-être de limites? Ben, je ne sais pas, c'est parce qu'on se sent démunis. Hein. Alors, oui, tout à fait. J'ai moi-même, pour avoir partagé ça dans une soirée avec des personnes qui étaient évidemment, oui, je me souviens. Pas tout à fait d'accord, complotistes. Ouais. Les personnes âgées sont venues me voir en me disant effectivement, nous, ça nous fait peur. Mais bon, il faut déjà parler, puis encore une fois, parler de solutions. Mais je veux donner un exemple, puis on revient sur le mot d'adaptation. On a à l'heure actuelle, et puis ce qu'on appelle des storylines, donc des histoires qu'on peut à la fois tirer des leçons ou regarder ce qui s'est produit dans l'histoire récente pour regarder comment on réduit, par exemple, les conséquences. Donc, au lieu de travailler sur, encore une fois, des projections qui sont très lointaines, juste regarder un petit peu sur les événements qui se produisent. Tirer les leçons de comment on est capable de
réduire par exemple la quantité d'eau qui va ruisseler. On s'est rendu compte par exemple que les parcs éponges, ça pouvait jouer un rôle important pour réduire justement l'apport trop rapide de cette eau-là qui va ruisseler dans le système d'égout. On peut regarder à chaque fois qu'il se produit un phénomène, comment par exemple la mesure qu'on a mis en place justement pour contenir l'eau, est-ce qu'elle a ou pas fait un effet? Est-ce que ça a permis justement de réduire les conséquences? Donc c'est des petites choses comme ça qui nous permettent à court terme, parce que vous savez que la mémoire a une capacité qui oublie, de se souvenir qu'en fait, ou de pouvoir utiliser ce qui se produit comme une façon aussi de s'adapter à court terme, sans pour autant être obligé justement tout le temps de se projeter dans les endroits où de toute façon vous et moi on ne sera pas là en 2080. Donc des petites choses comme ça, puis on voit que toutes ces petites choses, elles finissent par être efficaces. Les élus finissent par dire, notamment on l'a vu ici, la mairesse de Montréal aussi, ou dans d'autres villes, on s'est rendu compte que ça réduisait justement l'apport quand on a des grosses précipitations comme ça. Donc, trouver une façon de regarder, tirer les leçons apprises, faire des retours d'expérience, juste entre parenthèses, d'ailleurs, ces retours d'expérience dans certains pays du monde, en Europe, c'est obligatoire. Nous n'avons pas ça ici au Québec ou au Canada. On devrait le mettre en place pour justement dire comment on a été capable de ce phénomène-là, de bien le prévoir, de bien se préparer, mais est-ce qu'on a été capable de réduire les conséquences? Ça, c'est fondamental. Puis c'est les petites solutions comme ça qui vont nous aider justement à progresser. Oui, Monsieur Legault, si on parle justement de résilience et de leçons, le mot de la fin avec vous. Il faut pas prendre la phrase cliché comme on veut, quand on peut. Quand on veut, on peut. Excusez-moi, quand on veut, on peut. Bon, c'est pas une formule magique. Effectivement, je voudrais bien réduire immédiatement les changements climatiques. Ça sera pas nécessairement possible. Mais pensons à toutes les actions qui ont été faites dans les dernières décennies au niveau mondial. Quand on pense à des mises en branle par rapport à la couche d'ozone qui ont été faites au niveau mondial, ça s'est quand même grandement amélioré à travers quelques décennies. Mais c'est des actions. On est capable de se concerter quand on veut. On peut. Il y a combien de personnes au Québec ou dans la région de Montréal, par exemple, qui compostaient il y a 10 ans? Très peu de personnes, alors que maintenant, les gens se sont motivés. Je ne dis pas que tout le monde le fait à la perfection, mais il y a quand même des choses qui sont faites. Donc, pensons à où on pourrait être dans 10, 20, 30 ans. On peut grandement améliorer notre façon de faire et notre façon d'agir comme citoyen dans ce qu'on va faire comme impact sur la société et dans l'impact de la société sur la planète. Entendu. Merci beaucoup. Donc, on était en compagnie de Simon Legault, météorologue et communicateur scientifique chez Ouranos, et de Philippe Gachon, professeur d'hydroclimatologie à l'Université du Québec à Montréal et directeur du RISC, Réseau Inondation Intersectorielle du Québec. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vote pour la science est une production de l'agence Science Presse avec Radio VM, à la régie Daniel Fortin, à la recherche cette semaine, à la réalisation et au micro, Isabelle Burguin. Si vous avez aimé cette émission, partagez-la et vous pouvez aussi suivre la page de Je vote pour la science sur le site de Science Presse. En attendant, je vous souhaite à tous et à toutes de passer une très belle semaine à notre antenne. Jing Jiahua est un chercheur typique